Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Donc voilà quoi, où moi je parle avec mes potes comiques. Aujourd'hui, nous avons Yacine Boulouz. C'était vraiment un grand plaisir, un honneur même de parler avec lui. Et honnêtement, on avait beaucoup de choses à se dire. Donc, je ne vais pas parler trop et je vais tout de suite vous laisser avec Yacine Boulouz. Bonne écoute. J'ai un ami qui regardait beaucoup, qui me parlait encore, tu sais, toute une nouvelle génération des gens qui font des vidéos sur Internet et qui commencent à s'intéresser au stand-up, donc ils regardent plein de trucs et ils regardent plus de trucs que nous, on a vu, enfin que moi j'ai vu par exemple. Moi j'ai vu que quelques spectacles de stand-up parce que c'était dur d'attraper les spectacles sur Internet et tout ça. Et eux, ils ont 10 ans ou 7 ans de moins que moi et Internet c'est leur vie. Ils sont nés avec. Et donc, ils chopent les trucs. Le mec, il a vu tout, Jim Carrey, tous les trucs, il a tout vu. Mais il trouve les spectacles en entier. En entier, en anglais, et des fois même sous-titré français. Ce que moi, j'arrive même pas à faire. Ouais. Moi, à l'heure aujourd'hui. Il télécharge aussi. Oui, il télécharge ou alors il achète. Et, mais il trouve tout facilement. Des trucs introuvables, genre Jim Carrey, c'est dur de trouver. 40 minutes de Jim Carrey qu'il a fait. C'est sûr, parce que c'est très rare, finalement. Il parle de ça hier. Il n'a pas fait beaucoup de scènes tout seul. Il a fait cette émission qui est très connue aux États-Unis, ce qui s'appelle In Living Color. Ouais. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Si, je connais ça avec les Wayans. Exactement. Et donc, c'était là, vraiment, cette émission-là qui a lancé Jim Carrey. Mais il n'a pas fait énormément de stand-up. Donc, c'est très rare. Et donc, ce mec-là disait, j'adore les discussions sur l'humour. Donc, c'est pour ça que c'est pas intéressant forcément d'avoir des questions incroyables, mais il a vu Talking Funny, il était super fan. Ouais, toi, ça t'a plu, Talking Funny? J'ai adoré, mais c'est bien, ce serait bien de faire ça, une version comme ça filmée, que ce soit avec plein d'humoristes, qu'on fasse des trucs, qu'on se pose et qu'on parle. Je pense qu'il n'y a pas mieux que les humoristes pour défendre les humoristes ou pour parler avec les humoristes, parce que souvent les gens se posent des questions et nous on aime beaucoup ce que font les autres. On est fans tous un peu des blagues de un tel ou un tel ou un tel. Donc on a vraiment un vrai amour, quoi. Mais est-ce que tu penses que tu regardes moins les spectacles sur Internet parce que tu peux les voir live? Ça a commencé là? D'accord. Bon, non. Ok. Moi je regarde les spectacles moi sur Internet. Non, j'essaie de regarder tout ce que je peux quand il y a des spectacles qu'on peut pas trouver. En fait, c'est plus parce qu'on m'en parle. On me dit tiens, j'ai vu telle chose sur Internet ou telle chose de tel artiste qu'un copain me dit il faut absolument que tu vois ça. Et donc j'ai envie de voir. Mais je suis pas un mec qui a une grande bibliothèque avec 50 000 DVD de spectacles de stand-up ou de spectacles des États-Unis. Par contre, quand j'ai commencé, j'étais curieux, donc je voulais voir ça. Et puis, il y a plus la même sensation. Tout le monde me parle de plein de spectacles qu'ils ont vus, qu'ils ont chopés sur le net et tout ça. Et je trouve ça cool, parce qu'Internet, ça ouvre l'esprit. C'est comme pour la musique. Internet, ça peut ouvrir l'esprit sur des types de musique. Moi, j'ai écouté de la musique sur Internet, par hasard, que j'aurais jamais écouté dans la vraie vie. Si on avait eu que Michel Drucker qui nous dit ce qu'il faut écouter dans la vie. Si on avait eu que la télé ou la radio pour nous conseiller, on aurait écouté uniquement un certain type de musique. Moi j'ai commencé à écouter du jazz ou d'autres choses parce qu'il y avait Internet, parce qu'il y avait des mangas dans lesquels mais il y avait comme Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, c'était un manga où il y a énormément d'influences de partout. Et ben pour l'humour c'est pareil, je pense. Voilà, c'est ce qu'on se disait hier avec ce mec. Et je pense que si je regarde quelque chose, c'est parce qu'un ami m'en a parlé, mais j'ai pas une énorme grosse culture de tous les spectacles de stand-up qui ont été faits. Tu sais, j'ai pas été comme à l'école du stand-up. Honnêtement, je pense pas que ça existe. Bah, il y a des gens qui peut-être adorent tellement ça, qui regardent, tu sais, qui ont envie de se documenter. Moi, qui va avoir justement je crois que cette bibliothèque. Ouais, tu sais, comme des passionnés de musique. Mais en revanche... Ça veut pas forcément dire que c'est un musicien, mais c'est un passionné de musique, Voilà, peut-être. Non, en revanche, je trouve que c'est hyper beau. Par exemple, il y a certains spectacles qui sont très importants pour moi, mais c'est comme des vieux vinyles que tu as gardés. Tu sais, avant de les mettre, tu souffles dessus et tu les poses. Il y a Seinfeld, I'm Telling You for the Last Time. Le premier stand-up que j'ai vu, c'était ça. Je savais pas ce que ça voulait dire. Ah ouais, moi je disais pas. C'était en 99, ça passait sur Canal+. Et j'ai dit, mais ça c'est bien parce que le gars parle normalement. Il est détendu, sympa, il fait pas des drôles de têtes et des grimaces et il a pas de chapeau et de moustache et de costume. Quand je parle de ça, je dis toujours les mêmes phrases, mais c'est vrai, j'ai vraiment cette sensation-là en regardant ce gars, en me disant, mais en fait, il parle et c'est marrant quand même, et c'est drôle.
Alors, ce qui était nouveau, pour de vrai. Hein. Mais est-ce que tu as compris ou c'était sous-titré? Ah oui, c'était sous-titré. D'accord. C'était sous-titré. Mon anglais était encore moins bon qu'aujourd'hui. Mon anglais est pas ouf, mais à l'époque, il était vraiment moins bon. Donc Seinfeld, je vois ça sous-titré, je trouve ça à mourir de rire, parce que c'est fin, et c'est pas... Le gars transpire pas, quoi. Il a pas cette auréole, tu vois, qui tombe. Parce que les spectacles comiques en France, t'as l'impression que pour que l'artiste... genre, ait fait un bon spectacle, il faut qu'il soit en sueur. Oui. Enfin, salue tout le monde. Tu vois, merci, au revoir, j'ai un peignoir. Un dernier remerciement avant que je parte. Avant que je parte, je voulais vous faire un rappel. Tout le monde doit être Molière. Voilà, tout le monde doit être Molière. Ouais. Non, l'une des belles figures des artistes français où on dit que c'est ok s'il est en sueur à la fin, c'est Jacques Brel. Ouais. Parce que Jacques Brel, quand il finit un concert, il a tellement donné qu'il a perdu 3 kilos et t'es content. Parce que tu dis, mais bravo Jacques Brel. Parce que vraiment, il y avait juste un micro devant lui et il gueulait et il faisait des têtes. Il jouait, il vraiment jouait les chansons. Il était à fond. Et ça, tu dis bravo. Mais je pense que pour l'humour, t'es pas obligé de faire ça. Oui, mais j'ai l'impression que les Français, le public français, apprécie toujours ça. J'ai vu des critiques sur Biréduc ou juste des critiques dans la presse qui disaient quelqu'un qui aime, que le public aime vraiment, on dit souvent il a tout donné, il est une bête sur scène, mais une bête physiquement, c'est-à-dire comme Gad Elmaleh, et maintenant le tendance avec Baptiste Le Caplin, souvent il très est en sueur, très actif sur scène, et j'ai l'impression que ça aide vraiment pour que le public sorte en disant waouh, il a vraiment tout donné. Ça aide parce que c'est une sorte de démonstration d'énergie et de plaisir d'être sur scène. Donc en fait, c'est ça qui fait que c'est communicatif. Mais à côté de ça, moi, c'est pas moi ma notion à moi. Je sais pas comment réagissent les gens, je pourrais pas me mettre à leur place, mais moi, ma notion à moi, c'est pas parce qu'on a énormément d'énergie et qu'on a beaucoup de force sur scène qu'on peut développer une énorme aura que ça va forcément me faire plus rire qu'un mec qui a une très 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 bonne idée, qu'il a dit parce que moi je suis curieux, alors j'écoute les deux. J'écoute le mec qui va parler pas fort et le mec qui va parler fort. Et c'est dommage de devoir taper dans les mains pour attirer l'attention. Et si on n'aime pas taper dans les mains et crier fort pour attirer l'attention, alors c'est au comédien de trouver l'astuce pour que les gens l'écoutent sans gueuler, sans faire waouh. Mais c'est très dur. C'est très dur. Si tu regardes Alexis Macquart par exemple, moi je suis très fan d'Alexis. Moi aussi. Alexis, c'est un gars qui va arriver sur scène très bas au niveau de l'énergie. Il va pas arriver avec vous êtes là ce soir, est-ce que vous voulez que je vous raconte des blagues? Non, non, tu parles trop fort. Tu es trop loin. Tu nous parles d'une montagne. Et ben Alexis va arriver très calme, très posé, et pourtant les idées qu'il avance sont tellement percutantes que tout de suite ça t'éveille une sorte de curiosité sur tout le reste de son passage. Je me dis qu'est-ce qu'il va dire, mais de quoi il parle? Donc ça, je trouve ça fort. Mais est-ce que tu as l'impression aussi qu'Alexis Macquart par exemple, il peut le dire des choses avec son ton parce qu'il dit des erreurs. Des horreurs, dans le sens que dès le début il met en place, c'est spécifique à Alexis, mais il dit genre j'aime pas ma femme. Tout de suite. Exactement. Mais après c'est une vraie façon d'attirer l'attention, je crois. Justement, je pense que ça c'est l'astuce, c'est de dire un truc tellement dur et qui peut paraître violent qu'en fin de compte tu vas tendre l'oreille, et après peut-être que le propos et la blague et c'est le point de vue va sauver le postulat de départ et en faire quelque chose de complètement digeste et acceptable. Alexis, à chaque fois qu'on voit ce truc, je l'ai jamais vu comme un mec qui déverse sa haine contre le monde. Au contraire, c'est un mec qui utilise le cynisme et puis une certaine violence qu'il peut éprouver à certains moments pour en faire quelque chose de très positif. C'est ce à quoi ça sert les blagues en fait. Tu dis cette situation-là elle est pourrie. Vraiment, j'aime pas quelque chose, d'accord? J'aime pas un truc, j'ai marché dans une merde. J'aime pas ça. Comment trouver un système pour que j'arrive moi à l'accepter et ensuite en faire quelque chose de suffisamment positif pour que c'est un impact non plus glauque et triste, mais un impact où on peut accepter tout en riant. Est-ce que tu as l'impression que tout le public comprend ça? Parce que par exemple, on utilise Alexis, mais il y a plein d'autres humoristes, surtout qui font de l'humour noir, qui font de l'humour noir. Le public sort en disant c'est noir. Ils en rient, mais ils voient pas forcément
le côté positif, c'est-à-dire qu'il peut trouver la personne amère et il ne comprend pas que par nature, les blagues aident. Oui, mais en fait, ça, c'est le ressenti des gens. Il y a deux trucs, je pense. Il y a une question de goût déjà dans la vie. Il y a des choses qui te touchent et d'autres qui te touchent pas. Ça, on peut rien faire. Il y a des gens qui vont venir voir des spectacles et dire moi ça m'a pas plu, mais ça veut pas dire que le spectacle était pas bien. Ça veut dire que une question de goût, c'est comme ça, c'est les goûts et les couleurs. Après, il y a un autre truc, et ça c'est quelque chose sur lequel vraiment je réfléchis beaucoup, c'est comment bâtir des ponts entre toi et les gens. Comment faire que l'idée que tu as qui est bonne, qui est intrinsèquement bonne, puisqu'elle t'a fait rire. Donc tu es un humain comme un autre humain, donc tu peux faire rire un autre humain avec la même idée. Le truc, c'est que les idées, c'est des images, des sons, c'est pas des mots. Les mots, on les apprend quand on vieillit, quand on grandit. Les idées dans ta tête, c'est des formes qui n'ont rien à voir avec de la syntaxe ou de la grammaire ou de l'écriture. Ça n'a rien à voir. C'est un flash, tu as une idée, et après, pour l'exprimer, il faut que tu saches le faire. Et ben c'est là que c'est dur. Et c'est là que la compréhension arrive, et que l'incompréhension aussi arrive, que tu fais un pont avec quelqu'un pour essayer de lui faire passer ton flash d'idées, de couleurs, de choses ou de visions que tu as eues dans ta tête. Il faut choisir les bons mots, il faut choisir la bonne façon de lui dire et de faire qu'il l'accepte et qu'il comprenne. Et que ce soit une idée horrible, noire, mais que tu as trouvé drôle, ou une idée complètement loufoque et absurde, comme moi ça peut être mon cas, et ben c'est dans la façon de bâtir le pont que vient l'expérience. C'est là-dedans qu'on travaille, quoi, pour essayer de comprendre. Mais j'ai l'impression aussi qu'il faut un minimum de confiance. Ah bah ouais, comme tu as dit, tu as une idée, tu es un être humain, donc si tu as fait rire, pourquoi pas, ça peut pas faire rire quelqu'un d'autre. Il faut une confiance de se dire, ça peut faire rire quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas fou, j'admire ton humour énormément, et tu prends des risques, une grande partie, parce que tu prends des risques, tu pars dans ton imagination et tu n'as pas peur de le faire. Ben, si, j'ai toujours la crainte de ne pas être compris. C'est vraiment toujours, hein. Mais parce que tu dis une idée qui est un peu folle, tu dis pourquoi est-ce qu'il me suivrait après tout justement. Mais je suis sûr, comme moi ça m'a beaucoup fait rire, parce que sinon tu montes pas sur scène. Si ça t'a pas fait mourir de rire, eh ben, tu te dis je suis sûr qu'il y a un moyen de le faire comprendre. Après des fois ça passe pas, des fois c'est de ma faute, je l'explique mal, et c'est juste que c'est moins la confiance que l'envie. Je pense que c'est vraiment l'envie qui mène le tout. Si tu as envie de faire rigoler quelqu'un, parce que tu t'amuses avec lui, c'est agréable. Et en plus, c'est moins l'envie de faire rigoler des inconnus, puisqu'on ne les connaît pas. Enfin, c'est bizarre. De monter sur scène devant 80 personnes. Voilà, c'est comme si soit ton cerveau reptilien te dit c'est pas une bonne idée, ils sont en face de toi. Panique. Et là, il se passe un truc vraiment. Et j'aurais dit une fois sur scène, j'aurais dit faites-le chez vous. C'est pas, on a un pro. Vous savez, vous êtes un anniversaire ou un truc, si vous voulez expérimenter quelque chose, demandez à tout le monde de se mettre en face de vous, dans la salle, de s'asseoir et de ne rien dire. Si vous tenez 1 minute, c'est que vous êtes fait pour la scène, vraiment. C'est tellement bizarre. T'as des gens assis qui disent rien, qui te regardent et qui attendent quelque chose. Bon, pas tant le fait de faire rire des inconnus, comme je disais, mais c'est plus le côté d'avoir envie d'être compris. C'est hyper... je pense que ça, c'est une motivation. De dire, si je suis compris, ça veut dire qu'on est tous pareils. Et ça, c'est génial comme sensation. C'est une sensation merveilleuse. Si le 2/3 de la salle te comprend et un tiers... Ne rigole pas, ça veut dire que j'ai réussi à me faire comprendre des 2/3. Le but n'est pas de se faire comprendre du monde entier, mais d'être compris. Soit un peu avec une partie du monde. C'est cool de dire, je suis pas le seul que ça fait rire. Tu vois ? Est-ce que tu seras prêt à avoir 10% du public qui est mort de rire avec 90% qui t'ont pas compris? Si c'est 10% du public mondial, je signe demain. Absolument. Je suis prêt à avoir seulement 700 millions de personnes. 700 millions de personnes qui rient à mes blagues. Allez, je fais la concession. Non, mais c'est une question que j'arrive pas à comprendre parce que ça change, ça dépend de... toute soirée est nouvelle, tout événement est nouveau en fait, justement parce que c'est du live et que c'est des gens debout en vrai. Moi je suis un fervent défenseur de ça, des spectacles en vrai, quoi. Spectacles en vrai dans des salles, dans des petits endroits. Faut aller voir ça parce que ça encourage en fait la créativité et c'est en fonction de chaque salle que tu peux avoir 10% ou 40%. J'arrive pas à réfléchir en pourcent. Je me dis juste j'ai raté mon truc ou j'ai réussi mon truc. Ce soir, j'ai réussi à être compris ou pas compris.
ou alors l'idée est pas marrante. Après, il y a le troisième cas de figure où franchement, ça fera rire que toi toute ta vie. Tu dis, c'est juste pas marrant, quoi. C'est juste pas marrant, voilà, rentre chez toi. Mais en tout cas, moi, on me parlait de pourquoi on monte sur scène, c'est une vraie sens. J'aime bien ça, moi. L'idée de dire t'as une idée chez toi tout seul et tu la communiques, tu la partages, ça fait rire les gens et en plus tu peux en faire un métier ou tu peux en faire un spectacle et puis après aller comme une carte de visite de toi-même. C'est pour ça j'aime beaucoup les humoristes très personnels parce que tu vois, comme on parlait d'Alexis, on parlait de plein de potes autour de nous, j'adore les idées vraiment personnelles. Bon, là tu viens de Londres où tu as vu Louis C.K. Ah oui. Et en parlant de quelqu'un très personnel, on peut pas faire plus personnel là. Oui, justement. il va loin. Donc lui par exemple, ça c'est la première fois que tu l'as vu live. Mais tu as compris la plupart, tu m'as dit. Ouais, j'ai compris la plupart des choses. Il y a des choses qui sont passées à la trappe parce que des fois ça parlait trop vite et puis comme il y a les rires en plus. Ouais, c'est pas facile. Donc c'est très dur d'être dans la salle avec les rires des gens et de tout bien comprendre parce que les chutes sont faites rapidement et donc il parle, il met une mise en place très lente. Hier j'ai été là, j'ai fait ça et là les gens c'est génial. Tu as compris les premières 5 ans en France pour moi. Je comprends de quoi il parle, je comprends et après la chute, ce qui est marrant. Voilà. La chute. J'ai vraiment l'impression de voir un mec qui tient un blog pas marrant, un blog sans blague. J'ai fait ça hier, j'ai fait ça l'autre jour, absolument pas intéressant. Le blog inintéressant de Louis C.K. Mais c'est très populaire. Ouais, mais en tout cas il y avait beaucoup de gens, tout le monde était très content, mais à la fin il parle un peu trop vite. Non mais c'était cool. Louis C.K. c'est vraiment un mec qui est intéressant juste parce que t'as l'impression que tout ce qu'il dit est drôle. Mais on se rend bien compte que c'est pas possible parce que c'est juste pas humain. Mais il a une façon d'avoir il a une façon de travailler qui fait que tu as l'impression que c'est tout le temps lui, tout le temps. Sur scène, dans les émissions, que c'est un gars normal qui est juste à mourir de rire et qui peut facilement monter sur scène, prendre un micro et juste parler, genre sans travail. Or, on est conscient, toi et moi et les humoristes qu'on connaît, que c'est un travail de dingue, que c'est énormément... Il a 25 ans de carrière derrière lui, ou je sais pas combien de temps exactement, mais énormément de temps, que c'est un gars qui a percé il y a peut-être 10 ans vraiment, qui a commencé vraiment à cartonner en 2005 avec Shameless, peut-être 2007, je sais plus. Enfin, il a eu un gros essor il y a pas si longtemps que ça, et que pendant très longtemps, il a eu du mal, et que c'était pas quelqu'un de très célèbre. Donc du coup, c'est facile de se dire ça, mais je pense que chaque humoriste trouve sa voix, enfin célèbre, qui devient célèbre comme Richard Pryor ou Dave Chappelle, ou tout ça, ils parlent tous à un moment de trouver leur voix, de trouver leur façon d'être, leur façon de bouger, d'être complètement à l'aise sur scène. Et je pense que ça joue un grand rôle dans le fait de pouvoir facilement jouer des spectacles ou en écrire. Beaucoup. Et là, est-ce que tu as l'impression que tu as trouvé la tienne ? Non, pas encore complètement. Moi, je cherche encore. Je pense que moi, je suis encore un étudiant de plein de trucs. Je suis très curieux. Mais j'adore apprendre, j'adore faire plein de nouvelles choses. Je sais pas estimer ma propre façon comment dire, de travailler. Mais en revanche, je sais que je suis pas satisfait vite. Je suis très insatisfait tout le temps en me disant il faut trouver de nouvelles choses, il faut trouver des nouvelles idées, il faut trouver des trucs en plus. Donc, moi aussi je suis comme ça. J'ai l'impression que je me demande si c'est pas tous les humoristes qui sont comme ça. Si, je pense quelque part où les meilleurs finalement, je peux pas dire qu'on est les meilleurs. Si, c'est nous deux. Attends Sébastien, tu le sais très bien. C'est sur cette table. On peut le dire normalement. Ouais, c'est pas grave. On le mettra pas, on va le couper, mais c'est nous les meilleurs, on est d'accord. T'es un génie, mec, t'es un génie. Pendant que personne nous écoute, on va dire ça. D'accord. Non, mais il y a une vraie exigence de tout le monde. C'est obligé pour devenir de mieux. Bah oui, pour s'améliorer. Non, mais t'es obligé, mais après, tu peux pas savoir si t'as. Moi, j'aimerais bien, toujours, à chaque fois que je monte sur scène, me sentir très à l'aise. Genre comme si j'étais chez moi ou en vacances et que tout était simple et facile. Sauf que non, parce que, comme on disait tout à l'heure, le public change, l'ambiance change, tu es fatigué des fois ou pas. Et c'est ça qui est beau, parce qu'il y a des accidents, il y a des choses qui sont pas prévues. Et après, tu as deux choix. Soit tu luttes contre ça, soit tu luttes contre les accidents et donc tu improvises, t'en fais une force, ou soit tu peux être démoralisé.
Et au début, dans mes premières scènes, quand il y avait des choses qui se passaient mal, j'étais démoralisé. Je disais, c'est nul. Tu te posais la question si tu t'es fait pour ça? Bien, 1000 fois. À 1000 reprises. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que tu t'es mieux après. Quand tu as trouvé que tu dis non, mais en fait, c'est pas une question de si je suis fait ou pas. Pour ça, c'est une question, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de spectacle, c'est pas une question de production, c'est pas une question de salle, de plein ou pas plein. C'est une question que c'est important de le faire parce que c'est comme de la drogue. Après, tu veux jouer et tu veux t'amuser. Et en plus, je me suis fait beaucoup d'amis. Donc j'ai l'impression qu'on se connaît et qu'on appartient à une sorte de petit groupe aussi, où moi, juste pour voir vos têtes, en fait, même si je joue pas, je me déplacerai. Imagine, j'arrête pendant un moment, j'aurais envie, juste pour voir les copains, dire, qu'est-ce que tu fous, je vais venir voir ton spectacle, parce que c'est sympa, tu vois. Et qu'après, on va parler de blagues pendant 1 heure et qu'on va raconter des blagues. Et alors, bien sûr, ça peut être très frustrant pour les gens. Je pense que quelqu'un qui n'aime pas ça à ce point-là, qui arrive dans une discussion entre mecs qui font de la scène, c'est terrible. Donc j'espère que le podcast va être écouté par des gens qui veulent faire de la scène, pas par des inconnus, sinon ils vont avoir envie de dire mais ils sont extrêmement égocentrés. Il y a un vrai problème sur la blague. Mais non, mais c'est tellement passionnant en fait, parce que ça relève de l'expression et d'un truc qui est irrationnel, puisque le rire, c'est un réflexe, ça arrive de nulle part. Et c'est un énigme. C'est toujours une énigme, personne comprend ça. Surtout moi qui aime l'absurde, il y a des choses qui sont inexplicable. Quand les Monty Python se frappent avec un poisson, c'est à mourir de rire. Alors que si tu écris sur un bout de papier, un homme frappe un autre homme avec un poisson, c'est nul. Et il se gifle avec un poisson, c'est une merveille, c'est un miracle. On ne sait pas d'où ça sort. Et on est les seuls à le faire. Comme je dis dans le spectacle que je fais, les animaux ne le font pas. Ça n'existe pas, les animaux ne rient pas. Ils n'ont pas le système pour ça. Et je pense que c'est la seule arme que le monde nous a donnée pour accepter la réalité un peu mieux, je pense. Donc, ok, c'est de la merde. On est conscient on est conscient que c'est la merde. Et on est capable de dire que c'est la merde, mais t'inquiète, il y a une autre solution, c'est ça, et ça peut être marrant. D'accord ? Le temps de gober qu'il y a des moments où c'est la merde, ok ? Et ben, je trouve que ça se trouve, c'est une évolution humaine. Et c'est la seule chose qui va nous sauver. Peut-être que les premiers hommes étaient super dépressifs. Ils étaient vraiment on va arrêter d'aller cueillir des trucs aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Et ils se laissaient mourir de faim sur le sol. Et au fur et à mesure, il y avait on s'en bat les couilles, venez, on rigole. Et ils faisaient des blagues et des et ils commençaient à se sentir bizarre. On a bien rigolé, maintenant on va chercher un truc à manger. C'est pas si grave, mec, t'inquiète pas. Ça fait relativiser. Je pense que c'est pour ça qu'on en parle beaucoup et qu'on aime en parler. Et toi, tu parlais tout à l'heure par rapport de se donner sur scène. Toi, t'as pas l'impression que tu te donnes sur scène ? Ah si, moi j'ai l'impression que vraiment... Parce que physiquement, tu bouges aussi. Mais beaucoup. Mais carrément. Moi, ce que je trouvais séduisant, parce qu'on parlait de ça, c'était pour Seinfeld. Ce que je trouvais séduisant, c'est qu'il était très classe, en costume, et il faisait peu d'efforts dans l'impression. Mais je pense qu'intérieurement, il était extrêmement concentré, ce que j'ai découvert après. Pour avoir la sensation d'être complètement à l'aise, à l'intérieur de toi, tu penses très vite, tu es concentré sur tout ce qui se passe dans la scène, et pourtant, tu peux être détendu. Mais moi, je bougeais énormément. J'adorerais bouger moins, pour avoir la classe de Seinfeld, sauf que les histoires que j'ai envie de raconter, elles demandent des personnages, et j'ai besoin de ces personnages. Et ça marche parce que tu bouges, parce que j'aime ces trucs-là, et j'adore faire des bruits bizarres, et prendre des têtes bizarres, et des accents bizarres, et tout le contraire de Seinfeld, bizarrement, rien à voir. Mais j'ai parlé de Seinfeld parce que c'était le premier spectacle que j'ai vu, et que j'ai trouvé ça incroyable. C'était drôle, c'était simple, ça allait vite. Mais moi, j'aime les histoires farfelues avec des trucs qui se passent, avec plusieurs personnes qui parlent en même temps. J'aime quand je me trompe et que je suis obligé de rebondir. Hier, il y avait un mec qui riait comme un dauphin dans la salle, et j'ai fait tout le spectacle avec lui. Je dressais un dauphin sur scène avec lui, je donnais du poisson à un dauphin imaginaire, je l'ai fait sauter dans des cerceaux, mais je l'ai incorporé à tous les sketchs que je faisais. Et donc, c'était agréable de faire ça, parce que tu as l'impression d'être avec les gens. Le spectacle est présent. Et moi, je veux être présent. Et c'est ça qu'on essaye de dire aux gens quand ils viennent dans nos salles, et qu'on leur dit, je disais, je suis pas un DVD. Parce que, en fait, il y a une posture qui est une posture naturelle chez le spectateur. Il paye sa place, il veut s'asseoir et rire. C'est normal. Je fais la même chose. Mais il y a deux types, on va dire, de regard. Il y a un regard qui va être extrêmement passif, extrêmement reculé dans sa chaise en disant « fais-moi rire », parce que
Je suis là pour ça, Ouais. et tu es là pour ça, Ouais. donc c'est ton travail. J'ai payé. J'attends un retour. Absolument, Ouais. j'ai payé, je n'ai rien à faire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve dommage, parce qu'il y a un autre regard qui est un regard de curiosité bienveillante, qui est qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Et si tu as ça, tu peux facilement emmener, en tout cas pour moi, ça m'aide plus à les emmener dans un monde un peu où il y a des idées qui sont un peu dans l'imaginaire, puisque c'est ça que je fais. C'est plus facile pour moi de les emmener, ces gens-là, que les gens qui sont assis en disant allons-y, nous allons rire, je suis un peu fermé à toi, mais je veux bien t'écouter. Ouais. Je trouve que quand tu as une écoute active, Ouais. ça permet de mettre une meilleure ambiance. Et les gens, le public, n'est pas conscient parce que c'est pas son métier. Ouais. Parce que nous, on a fait des trucs, moi j'ai fait du théâtre avant, ce genre de choses. Donc, j'ai vu plein de spectacles, mais les gens sortent pas forcément beaucoup, parce que nous, on est dans le métier de... Bah oui, je veux dire, moi, tu regardes mon entourage qui fait pas ce métier-là, sort pas forcément... C'est clair. Voilà, ils sortent 1, 2, 3 fois par an. Ouais. Donc eux, ils ont pas ce réflexe d'avoir une écoute active en se disant, si j'envoie un peu d'énergie moi-même, Ouais. ma soirée à moi ne sera que meilleure. Ouais. Ce sera mieux encore. Ouais. Parce que je vais nourrir une sorte de dynamo qui fait que le spectacle sera encore mieux parce que juste j'ai commencé en étant actif un peu, Ouais. puis après on peut se reculer dans le siège, on prend les choses en main. Mais si on est face à des gens qu'on doit motiver à se détendre, c'est des fois un peu difficile. C'est plus Pour difficile. tout le monde. Et c'est pire pour tout le monde. Pour tout le monde, même pour les spectateurs. Ouais. On devrait faire une campagne avec, avec le gouvernement français. 5 fruits et légumes par jour, mangez, bougez. Quand vous allez voir un show, essayez d'être cool, chauffez un peu et tendez l'oreille. Un minimum d'ouverture. Ouais, minimum d'ouverture. Vous mettez pas au fond, comme ça vous kifferez encore plus le show. Parce que l'artiste aura moins de mal à vous toucher. Et voilà. Quoi qu'il arrive, comme disait Jerry Seinfeld dans Comedian, dans tout, quoi qu'il arrive, si un spectacle est mauvais, c'est de la faute de l'artiste. Et ça, c'est une règle que j'ai carrément acceptée. C'est pas ça que je dis. Hein. Ouais. Je dis juste que quand le public met 5%, il est récompensé par 70. Il y a beaucoup plus de patates après derrière. Et si l'artiste est que dans son petit carcan, c'est des fois parce que on a du mal, en tout cas moi j'ai du mal, je vais parler pour moi, moi j'ai du mal à me battre contre eux. Tu vois, j'ai envie qu'on soit ensemble et pas à dire « Hey !» Je récite pas un poème. Voilà. Mais est-ce que tu es devenu amer des fois sur scène face à un public très Il y a certaines froid, représentations où j'étais pas agréable et je m'en suis rendu compte et donc j'ai beaucoup travaillé sur ça. Comme je disais, j'apprends des choses. Ouais. J'étais pas agréable mais j'étais pas méchant. Hein. Ouais. Mais je veux dire, je me renfermais un peu. Ouais. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression de m'ouvrir beaucoup sur scène, de pas réciter un truc à la virgule du tout, d'être à l'écoute, donc de donner de moi. Vraiment, je donne. Vraiment, je suis là, tu vois, il faut que je fasse... je me mets pas en arrière-plan, je les considère pas comme des clients. Ouais. Je les considère comme des gens. Ouais. Donc je me dis pas, c'est des clients, ils viennent, je leur fais mon truc et on s'en va. Ouais. Tu vois, je considère vraiment comme des gens à qui je parle. Ouais. C'est pour ça que je dis stand-up, parce que je les regarde, je leur parle. Je vais pas faire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et tout ça. Donc comme je les considère pas comme des gens... qui sont en quelque sorte juste des gens qui sont venus, qui ont payé, machin, j'essaye vraiment de leur parler. Et quand il y a un refus, t'as l'impression qu'on te boude, en fait. Ouais. Dès qu'on te regarde et qu'on te fait... Ouais. Avec un enfant de 6 mois, j'ai l'habitude. Voilà, c'est ça. Et à la limite, ils auraient le droit, parce qu'ils sont pas obligés de rentrer dans le truc, ils ont complètement le droit. Mais à un certain moment, ça peut être difficile, parce que tu peux être touché aussi. T'es une personne. Moi, je leur dis, je suis un humain, j'ai des sentiments, les gars. Mais ils peuvent s'en foutre de ta vie, ils ont le droit. Mais j'aime pas être vécu comme un truc de consommation. J'aime pas qu'on me vive, moi, mon spectacle, comme un truc de genre, j'ai payé, c'est marrant, il y a des blagues. Comme le côté, tu sais, discussion avec le public, beaucoup de gens, vraiment, me disent, ben, nous, on n'a pas l'habitude en France, et nous, on s'en rend pas compte. Nous, les comédiens, parce qu'on regarde beaucoup les stand-up et tout, donc on est passionnés, on sait ce que c'est. Mais un spectateur lambda qui vient, je dis, ben, pourquoi il va me parler, lui ? Tu vois, tu vois, pourquoi est-ce qu'il me regarde dans les yeux ? Dis donc, c'est gênant, c'est embarrassant. Parce que c'est pas la même culture qu'aux États-Unis. Ça fait longtemps que vous faites ça aux États-Unis. Mais j'ai l'impression que les Français commencent à s'adapter. Bon, peut-être ça c'est une bonne manière de parler de tes débuts, mais j'ai l'impression que Jamel, dis-moi si j'ai tort, a été crédité comme le Français qui a importé le stand-up en France. Donc je pense que c'est quelque chose, bien sûr, de plus en plus assez récent par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, ça fait 60 ans qu'on le fait, sinon plus. La France, c'est un pays qui a moins l'habitude, mais en même temps, ça fait quand même 15 ans. Alors je pense que ça fait un moment, ouais. Mais après, je pense aussi...
dans la façon dont ça a été amené, le stand-up, il y a eu des... comment dire, il y a eu des mélanges qui ont été faits entre le côté spectacle. Il y a eu des mélanges qui ont été faits entre le côté spectacle drôle avec juste des blagues pour être un one-man show, sauf que nous, on n'a pas le quatrième mur, donc on adresse la parole aux gens. C'est tout. Mais après, il y a des choses qui ont été mises où on dit les gens qui font du stand-up ou charrient le public, les agressent ou les pointent du doigt. Voilà. Non, pas forcément. Le stand-up, c'est tout et n'importe quoi. On peut faire exactement ce qu'on veut. C'est juste s'adresser au public directement, sans imaginer un personnage imaginaire au fond de la salle à qui on parlerait, ce qui est plutôt de l'ordre du sketch, comme Gérard, tu sais, de Coluche. C'est un sketch très connu où Coluche parle à son fils en imitant un papa un peu bourré tout le temps, tout ça. Et il appelle son fils, Gérard, il faut que je te parle. C'est à mourir de rire, mais il parle à un personnage imaginaire. Le public, il y a un quatrième mur qui n'est plus là. Sauf que Coluche, entre les sketchs, faisait du stand-up. Il parlait directement. Ce que moi j'appelle du stand-up, c'est être debout, parler aux gens. Et si on dit le mot stand-up, c'est parce que toutes les influences qu'on a et qui nous ont motivés, en tout cas dans les gens que je connais autour de moi, étaient extrêmement anglo-saxonnes. Moi, les influences qui m'ont motivé à faire de la scène tout seul en racontant des blagues, c'était Jerry Seinfeld, Eddie Izzard, c'était Richard Pryor, Eddie Murphy. Donc ces gens-là m'ont dit, ça c'est drôle ce qu'ils disent. J'aimerais bien être capable d'être tout seul sur scène avec un micro et de raconter toutes les idées rigolotes que j'ai dans la tête sans me lester ou me mettre des comment dire, m'empêcher de barrières. How do you say, heavyweight in French? Un problème, des barrières, voilà, des barrières avec des costumes, avec des décors. T'as une sensation de liberté fantastique quand tu fais ça. Et en plus de ça, c'est encore plus pratique pour aller loin dans le monde de l'absurde. Parce que si je devais créer un décor où il y a un dragon, un chevalier qui se bat avec des moines, avec un mec qui à cheval, avec un cheval qui a un trou au milieu de lui, un cheval que tu peux ranger comme une sorte de mallette que je fais dans mon spectacle, le meilleur moyen de faire ça, c'est dans la tête des gens. C'est l'imagination des gens qui construit ça. Moins tu as de choses sur scène, plus tu peux imaginer de choses dans la tête. Et tu peux changer d'un décor à un autre sans Exactement, problème. Ça va vite et tu peux mettre une sensation, beaucoup d'images, beaucoup de chaleur, beaucoup de couleurs. D'un coup, bim, avec une bonne phrase bien expliquée, ce qui n'est pas forcément mon fort. Je fais des très longues 5 fois. Faut 5 ou 6 mots, c'est ça. Je suis pas très bon pour être la synthèse, tout ça, c'est pas mon délire. Mais je trouve ça formidable parce que je travaille avec l'imagination des gens qui sont dans la salle. Et c'est merveilleux. Que si j'impose un décor, comme au cinéma, quand tu imposes un décor au cinéma, c'est le décor que le réalisateur a choisi. Et donc tu auras celui-là dans ta tête. Tu peux pas imaginer autre chose. C'est limité. C'est la différence entre un livre et un film. Exactement. Et bien là, c'est culture orale. Tu arrives, tu parles, tu racontes le livre qu'il y a dans ta tête et les gens imagineront chacun leur truc à eux. Et c'est ça qui est merveilleux. Et il y a une phrase qui m'amuse de dire, qui ne fait pas beaucoup rire les gens dans le spectacle, parce que tu sais, à un moment, je redécore le vagin d'une québécoise, donc ça peut être pris comme quelque chose de très grossier, très sale même, tu vois. Et à un moment, il y avait un truc où je disais à la fin d'une blague, pour finir, parce que voilà, je voulais une phrase de fin, je disais, voilà, et à la fin de la redécoration, elle était très heureuse et tout ça, et elle fait une grande crémaillère avec tous ses amis. Sauf que moi, je vois pas du tout le côté dégueulasse de ça. Je sais pas ce qu'imaginent les gens, mais tout le monde fait « Ah !» Tu sais, moi, je voyais rien de méchant, parce que c'était très absurde. Et donc là, je dis « Ah, ils réagissent mal. » Donc, si c'est sale, c'est dans vos têtes. D'accord ? C'est vous qui faites que c'est sale. D'accord ? Moi, j'y suis pour rien. Il y a rien autour de moi. Ok ? Et ça m'amuse de dire ça. Parce que c'est vraiment cool de réagir avec le moment T de ce qui se passe dans la salle et de faire comprendre au public que on est ensemble, là, on est vraiment en train de raconter un truc, vous participez aux choses qui se passent. Et comment t'étais tombé sur tous ces stand-uppers anglophones américains avant? C'était une envie depuis longtemps? Non, moi j'aimais bien écrire, j'aimais bien l'humour déjà, regarder des spectacles, voir plein de choses, j'adorais ça. Mais même enfant, même jeune. Moi, j'étais un grand fan des nuls quand j'étais petit. D'accord. Un très très grand fan des nuls, à fond. J'adorais les nuls, ça me faisait mourir de rire. Et tu savais depuis non, je savais pas que je voulais faire. Ça peut être un métier.
Quand j'étais petit, je voulais devenir dessinateur de manga, moi. D'accord. Je voulais être dessinateur de BD, je dessinais beaucoup et je faisais des BD, j'ai même fait, tu vois. Ouais. Et puis après, j'ai arrêté parce que j'étais à la fac et tout ça. Et puis voilà, mais j'aimais bien, je faisais un journal au collège. J'écrivais, tu sais, les journaux du collège, machin, je faisais des caricatures des profs et tout ça. Et donc, j'aimais beaucoup l'idée de l'humour, des blagues, qu'on puisse raconter des choses qui n'existent pas forcément dans la réalité, qui n'existent pas forcément dans la réalité, que ce soit drôle, et s'amuser de ça, et avoir de l'imagination, créer des mondes. J'adorais ça. Donc toutes les cultures de l'imaginaire, en fait, ça me faisait... donc déjà, c'était Ah mais oui, là, mais c'est un délire dès le départ, de début de ma vie. Je pense que c'est très lié à l'idée du rêve et de la bande dessinée ou des dessins animés. Tu regardais beaucoup en petit Ouais. Je regardais, j'adorais les films de science-fiction, enfin comme la Guerre des Étoiles, tout le monde, Guerre des Étoiles, les Highlanders, les Robocop, tout ce qui est en rapport, c'était très violent Robocop d'ailleurs. J'ai revu des bouts là. Ah oui. Oh putain, ce qu'on a vu quand on était enfant, mon Dieu. Je comprends maintenant pourquoi mes parents voulaient pas que je les voie. Mais bien sûr. Parce qu'à l'époque je dis non ça va, mais je comprends. C'est très violent, très violent. Et donc tous ces mondes-là étaient quelque chose que j'aimais particulièrement, donc je dessinais, je faisais des choses. Et donc j'écrivais des blagues, puis au fur et à mesure j'ai aimé le théâtre, juste parce que c'était un endroit où tu es libre sur scène. J'avais une sensation d'être réellement libre, de faire des choses drôles, faire ce que tu voulais, t'inventais ce que tu voulais. T'as pris des cours ? Ouais. Moi je viens du théâtre, moi j'ai fait beaucoup de théâtre. Ah oui. J'ai commencé au lycée, c'était des ateliers de lycée. Donc c'était sympa. C'est une prof d'anglais qui m'a dit fais du théâtre. J'étais en anglais, en cours d'anglais. J'étais pas très bon en anglais à l'école. Donc je disais des blagues tout le temps, puis je rigolais avec elle. Mais ça n'a jamais été des blagues méchantes. J'étais pas l'élève méchant qui énervait le prof. J'étais l'élève qui avait un peu d'esprit. Donc quand un prof disait un truc, je faisais une petite blague derrière, mais elle rigolait aussi. Donc ça va. C'était pas méchant. Non, c'est cool. Et elle m'a dit fais du théâtre, ça tirait bien. Et j'ai fait je sais pas. Et un atelier, donc j'avais rien à faire. Moi, j'aimais pas le sport, donc j'ai fait du théâtre. Et voilà. Et donc, tu étais timide ? Ah oui, mais je suis timide dans la vie. Les gens ne se rendent pas compte, mais je suis timide. En fait, c'est pas parce qu'on parle facilement avec les gens qu'on n'est pas forcément qu'on n'est pas timide. C'est une idée très contradictoire. Mais si, c'est possible, beaucoup. Donc, je suis assez timide, je suis cool, je suis peut-être discret, j'aime bien faire des blagues, donc dès qu'il y en a un qui sort un truc, je rigole, et je m'amuse, j'adore m'amuser, mais je suis quand même très réservé. Et ça t'a aidé le théâtre pour sortir ça le stand-up surtout, sortir de cette timidité. Je pense que le stand-up beaucoup. Le théâtre ça m'a aidé parce que c'est drôle à faire et que ça donne une sorte d'activité, parce que quand t'es ado t'as rien à faire, j'aurais pu faire d'autres trucs et plus pourris que du théâtre, et donc faire du théâtre c'est cool. Ça m'a aidé à avoir confiance, à avoir des vraies sensations de plaisir dans l'écriture, dans les répétitions, dans la camaraderie. Tu vois, parce que on est des troupes. Alors c'est génial quoi. C'est des conneries hein, mais genre on faisait des bouffes après les spectacles. Ah non, mais ça aide, et c'est génial de faire ça. Et puis t'as le track, tout le monde est ensemble. Moi j'ai beaucoup continué le théâtre, des ateliers théâtre, absolument pas professionnels pendant le Jamel Comedy Club. C'est-à-dire que moi je jouais dans un petit théâtre à la maison du théâtre et de la danse à Épinay, avec des ateliers, parce que c'est des gens que j'adore énormément, que je respecte beaucoup. J'étais élève, hein, on faisait des ateliers avec plein de gens, dont des gens qui sont absolument pas pros. C'était des élèves de fac qui passaient et qui disaient moi je vais faire un peu de théâtre, puis ils s'en vont à la fin de l'année, ils font plus de théâtre du tout, tu vois. Et au studio théâtre de Stein, moi j'ai commencé à Stein, dans une structure, mais j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie vraiment par rapport à ça. C'est-à-dire que j'étais dans une structure qui nous a accueillis avec des copains, on a fait une troupe. Il y a beaucoup de structures qui demandent maintenant des CV, des trucs, et c'est très sélectif, et c'est déprimant, et je trouve pour les jeunes qui me demandent tout le temps, les jeunes, les jeunes, moi je suis pas vieux, mais, mais quand je dis les jeunes qui veulent débuter, quoi, les nouveaux débutants, d'accord ? Alors pour les débutants, ceux qui veulent commencer le truc, qui font ça depuis 2 semaines, ok, et qui demandent comment on fait pour faire tout ça, et parce que t'as l'impression qu'ils se heurtent à des murs et un problème d'acceptation dans des scènes. Nous, on a eu la chance avec des copains, en l'an 2000, d'avoir été pris dans un théâtre. On s'est fait jeter de plein d'autres théâtres.
qui étaient censés être des beaux théâtres et tout ça, de la culture française, prestigieux, du 93 et tout ça, et qui nous donnaient rien, alors qu'on était des jeunes du 93, qui voulaient pas qu'on joue dans leur salle de répétition, ils voulaient rien nous donner. Et le studio théâtre de Stein, qui est un petit théâtre, mais vraiment tout petit, lui était ouvert. Était ouvert à la création de jeunes, ce qui est génial. Et on est arrivé avec quelques lignes de texte. Ils nous ont accepté parce qu'ils ont vu qu'on était sérieux, qu'on voulait vraiment écrire une pièce de théâtre. On a écrit une pièce de théâtre et on l'a jouée. Et ils nous ont laissé les locaux pour répéter, ils nous ont aidés. On a fait 2 représentations, mais c'était très bien déjà. Puis l'année suivante, on en a fait 2 autres. Puis ensuite, on a joué à Paris. Quelques fois, pas beaucoup, mais pour nous c'était incroyable. J'avais 19 ans, 20 ans. Pour moi c'était incroyable. Et à l'époque. C'est qui? C'est juste des amis du lycée ou c'est de qui? Non, c'est des gens, c'est des amis que j'ai rencontrés dans des cours, dans des cours d'improvisation qui étaient tenus par Papy déjà à l'époque. Papy, tu connais pas? Papy de Technique Théâtre, tu sais, c'est un metteur en scène, il travaille avec plein d'humoristes, et puis il a écrit un livre, il s'appelle Made in Trap, où il raconte un peu son parcours. Bon, en tout cas, Papy, c'était un mec qui faisait beaucoup d'improvisation. On a fait de l'improvisation avec lui parce que c'était un ami qui s'appelle Jackie Ido, qui est comédien maintenant. Je vois, tu vois qui est ce gars? Oui, il a joué dans Inglorious Bastard. Voilà. Et c'était le grand frère d'un de mes meilleurs amis. Donc on faisait du théâtre ensemble avec son petit frère qui s'appelle Cédric Ido. Et Jackie disait nous on va faire un truc d'impro, donc venez, tout ça. Donc, on a été à l'impro, on a rigolé. J'ai adoré ce moment-là, c'était drôle, c'est l'improvisation. Tu sais pas que t'es doué pour l'improvisation avant d'en faire. C'est vraiment c'est un choc. Tu te dis putain, j'arrive à le faire, c'est génial. Ils nous ont beaucoup aidés, il y a beaucoup de techniques que j'utilise encore aujourd'hui, ne jamais refuser une proposition. Sauf que là, c'est moi-même qui fais mes propositions à moi-même. Donc même si je me fous dans la merde en disant une phrase que j'ai pas fait exprès de dire, je dois rebondir sur cette phrase avec une blague. Ou comme tu as dit, quelqu'un dans le public qui rit comme un... Exactement, il faut pas refuser ça, il faut pas être contre ça. C'est Papy qui m'avait dit ça en l'an 2000, ne jamais refuser une proposition. Et Nono, un mec qui s'appelait Nono. Donc j'ai rencontré les gens avec qui j'ai fait cette troupe-là, ma première troupe de théâtre qu'on a créée tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. On écrivait dans un quick, on rigolait, on s'amusait, on s'en foutait, on avait juste envie d'écrire des choses drôles. Et je l'ai rencontré une partie de cette troupe pendant l'improvisation, puis après on a décidé de faire un truc nous-mêmes. Et c'est génial les projets où les gens disent on va le faire, ça va être bien, ça va marcher. Et aujourd'hui, bien sûr, comme on est professionnel, il y a d'autres contraintes. C'est normal. Il y a des tas de contraintes qui viennent de partout. Parce que c'est une vie où c'est commercial. Il faut gagner sa vie. Et puis il faut vendre, je sais pas, si tu écris un programme de série télévisée, il faut vendre la série. Je sais pas, il faut trouver un prod. Il y a des tas de choses qui font que c'est un métier à part entière avec des tas de facettes à comprendre et à maîtriser. Mais la base, ce qui fait que chacun est debout, je pense, c'est les premiers plaisirs, les premières sensations. Et moi, j'étais extrêmement positif. J'ai eu beaucoup de chance sur ça. C'était que de la camaraderie, donc, que des choses... T'as eu un bon milieu... Un bon milieu au départ. Et c'est pour ça important. Que quand on me pose des questions, qu'il y a des débutants qui viennent me voir, j'essaie toujours d'être positif. Je ne veux pas non plus être leur meilleur ami, parce que j'ai pas que ça à faire dans la vie. J'ai une vie moi-même, mais j'essaie de donner un coup de main, tu vois, à 2 balles. Tu veux dire, fais des scènes ouvertes, fais des trucs, je sais pas... Mais t'inquiète, tu vois, il n'y a pas que des gens relous dans ce métier, il y a des gens super sympas. Je pense que c'est important de se rendre compte de ça tôt aussi. C'est important, On peut être dégoûté, je pense, rapidement par le milieu, le côté commercial du milieu. Oui, bien sûr. Moi, j'ai été plusieurs fois très démoralisé. C'est très facile d'être démoralisé. Parce que finalement, il n'y a que toi qui peux t'encourager, en fait, finalement. Il n'y a vraiment que toi qui peux trouver un sens à ce que tu fais. Que ça n'a aucun sens d'être debout devant des gens, comme on disait tout à l'heure. Vraiment, ça n'a aucun sens, ça veut rien dire. Même si tu dis, c'est pour raconter des blagues, c'est pour faire rire les gens. Non, mec, sans déconner, ça veut rien dire. Tu montes sur scène, tu as un micro, tu parles à 60 personnes. Ça veut rien dire, vraiment, je t'assure. Le monde entier sera d'accord. Et de là, de ce troupe d'impro et tout ça, à Jamel, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Moi, après, j'étais à la fac, donc il fallait que je sois à la fac pour dire que je faisais des études. Donc, tu disais quoi à ma famille. Je disais que je faisais des études, mais j'en faisais. Dans quoi? Mais j'étais au début, j'ai fait biologie pendant 6 mois. Et c'était trop dur pour moi. Parce que j'ai fait un bac scientifique.
pour avoir un bac. Et après, le truc qui me plaisait le plus, c'était la bio. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fait biologie pendant peu de temps parce que c'était incompréhensible pour moi, ça devenait trop dur. Parce que moi, j'aimais bien l'histoire, le principe de comprendre les mécanismes de la biologie. Ouais. Mais après, il y a de la chimie, de la physique, il y a des choses, il faut être vraiment intéressé par ça pour le faire. Il faut être bon en maths. Et aussi, les maths, c'est vraiment... C'est mon opposé, les maths. Ouais. J'ai eu un bac scientifique avec des notes pourries en maths. Donc, j'ai pas pu tenir. Et je me suis réorienté vers le cinéma. Ouais. Parce qu'en fait, je me disais, quand tu as un travail, on te demande pas bac plus quoi dans quoi, on te demande juste bac plus quoi. Ouais. Combien de chiffres tu as après bac plus. Si tu dis à quelqu'un, j'ai bac plus 12 en botanique, c'est stylé. Alors que c'est chaud de trouver du travail en botanique. Tu vois, où, je me disais, si j'ai bac plus 5 en cinéma ou en culture, je pourrais toujours trouver quelque chose. Même si les études sont un peu du bullshit quand même. Tu vois, en tant qu'étudiant de cinéma. Aussi, ouais, t'es d'accord. Justement, c'est pour ça que je te pose la question. Qu'est-ce que tu as dit à tes parents que tu étudiais? En fait, je disais à mes parents que j'allais avoir un diplôme. Et mes parents n'ont jamais été, comment dire, contre ça. Contre le fait de faire du théâtre ou quoi. Ils me disaient juste, c'est bien d'avoir un diplôme. Ils me disent, mais parce que c'est juste pour le titre. C'est pour entrer à cheval dans un rendez-vous, tu sais, de professionnel avec ton employeur. Et j'ai le titre, je suis bac plus 12. Le roi signé. Voilà. En gros, c'était vraiment pas pour me forcer à faire quoi que ce soit. Ils m'ont jamais forcé à quoi que ce soit dans les études. Ils m'ont pas dit, il faut absolument que tu deviennes médecin. Une grande chance, encore une fois. Très très grande chance pour moi. Ils ont jamais dit le faire du théâtre c'est un métier de saltimbanque ou c'est un métier ils ont juste dit waouh, je crois que c'est un métier qui est dur. Est-ce que tu sais que c'est dur? Tu sais, c'est comme une mise en garde gentille, mais c'est un métier difficile, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça et puis ça doit être très compliqué. Tu vois, genre comment tu vas trouver du travail, quoi? C'est normal. Et je pense que ils s'inquiétaient juste. Bah oui, c'est normal parce que y a plus de travail, par exemple, dans d'autres métiers où tu dis c'est plus évident. On voit le chemin. Par exemple, si je devenais opticien, on peut comprendre un chemin. Il y a les études, ensuite tu rentres dans une boutique, enfin je sais pas, il y a pas de raison pour quelque chose. Tu ne vas pas trouver un boulot. Voilà, tu sais le faire, mais il n'y a pas un mec qui vient te voir à la fin d'un diplôme en disant tu es un très bon comique et qui te donne un diplôme en disant tu es un excellent comique. Ça n'existe pas. Et après, tu peux pas aller chercher du travail en disant voilà, j'ai un bac plus 5 en rigolade et galéjade. Et donc forcément, tes parents veulent que tu ailles bien, tes parents veulent que tu ailles bien dans la vie, que tu aies un emploi, que tu meurs pas de faim et de froid. Ils veulent que tu aies du chauffage, et que tu aies des habits, et que tu aies des amis et un entourage. Donc ils se disent, on essaye de lui dire, fais attention parce que c'est dur comme métier. Et donc j'ai dit, oui, je sais, mais j'aime beaucoup ça. Il me dit, alors si t'aimes beaucoup ça, vas-y, lance-toi, courage, et puis si t'as besoin d'aide, on t'aide. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Puis surtout d'être à Paris, parce que j'ai beaucoup de potes qui font du théâtre qui viennent de province. Et là, vraiment, c'est la galère. Moi, je me rendais même pas compte de ça. Parce qu'ils sont loin de... Parce qu'ils sont loin. Moi, j'étais au centre de Paris en 30 minutes. Toi, t'as grandi... en banlieue parisienne, en 93. Je suis pas loin. Et il y a des mecs qui venaient de Bretagne, du Sud... Puis ils montent à Paris avec, tu sais, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Alors que moi, j'avais 30 minutes à faire en train et le soir, je rentrais chez moi. Et ça aussi, je me rendais pas compte de ça. Plus c'est difficile, plus tu te rends compte de plein de trucs et plus je pense que c'est dur de savoir ce que tu veux faire, mais c'est plus facile de travailler par élimination. Donc ça, c'est pas possible pour moi. Ça marche pas pour moi. Ça, c'est trop dur. Ça, j'ai eu de la chance. Ça, c'est merveilleux. Waouh, ça, c'est fantastique. Ça marchera jamais. J'ai pas envie. Et on parlait de l'envie de tout à l'heure. On en revient à ça. Je pense que quand tu as des envies, tu peux faire les choses. Comment c'est arrivé de l'impro au stand-up et donc Jamel est venu quand? Oui, alors moi j'ai fait donc comme je commençais à faire du théâtre et que je trouvais ça super cool et j'avais mes études à côté, donc je faisais les deux, d'accord. Et au fur et à mesure, on avait des petits projets avec justement Cédric, Jackie. Ils ont eu l'idée, avec plein d'autres gens, le Café culturel de Saint-Denis, de créer un truc qui s'appelle La Famille. La Famille, c'était une sorte de collectif dans lequel il y avait Alban Ivanov. D'accord. Donc Alban Ivanov, je le connais depuis longtemps. D'accord. Je le connais. Il vient aussi de. Vous étiez tous nouveaux. On était tous un peu nouveaux à écrire des trucs et à réfléchir à des idées de sketch et tout ça. Donc on faisait des soirées une fois par mois. On faisait
une soirée court-métrage avec un réalisateur invité, un jeune réalisateur que Jackie connaissait souvent, parce que lui était dans le milieu du cinéma plus que nous, et aussi des sketchs. Donc on faisait des sketchs à nous, on tournait des petits sketchs, on faisait une soirée avec une projection, et moi je montais sur scène et je faisais un stand-up. C'est Jackie Ido qui me disait, bah, je sais que tu voulais faire du stand-up, je te propose d'en faire au Café Culturel avec nous. Donc j'ai commencé mon premier sketch là-bas. Premier sketch de toute ma vie, Café Culturel. Non, mon premier, c'était au Bec Fin à Paris en 1999, devant 2 Anglaises qui n'ont rien compris. Et donc ça m'a miné pendant 5 ans. J'ai dit, je fais une pause. Ce genre de choses peut T'arrives, je suis monté sur scène, j'ai beat de ouf, j'ai dit c'est pas pour moi tout de suite. Et après j'ai fait beaucoup de théâtre. Mais voilà, j'ai commencé avec Jackie. Donc hop, Jackie, Cédric, disons, on fait des soirées, j'en fais, j'écris des textes, ça se passe bien. Samy, le comte de Boudarbala, était là aussi, il venait à ces soirées-là. Grand Corps Malade était un pote aussi de Jackie et tout ça. Donc tout ce monde-là traînait au Café Culturel de Saint-Denis. En fait. Ouais, il y avait beaucoup de slam aussi au Café Culturel, une grande set slam. Ça c'était en 2005, d'accord. Après j'ai fait des scènes à Paris. Grâce à Samy qui m'a présenté des gens qui connaissaient, voilà. À Paris, j'ai fait des scènes. Il commençait déjà à être reconnu ou... Samy ? Oui. Et j'ai fait des scènes avec Thomas Njijol, Fabrice Eboué, c'est là que je les rencontre. C'est dans ces scènes-là. Donc Mais il jouait où à cette époque-là ? On est au Réservoir, on a joué au Théâtre de Ménilmontant, on a joué avec plusieurs groupes différents, tu vois. On a joué un truc qui s'appelait Bar de Rire, donc c'était cool. On a joué dans plusieurs scènes différentes, on a fait plusieurs shows, en fait. Et à l'époque, c'était les premières scènes stand-up pour moi. Je savais pas que ça existait. J'étais ravi. C'était, non, à Paris. 2005, fin 2005. Il n'y avait pas beaucoup avant. Non, il n'y avait pas. Il y avait Mustapha El Atrassi, il y avait Tomer Sisley qui revendiquait le côté stand-up dans un spectacle. Mais à côté de ça, il n'y avait rien. Et puis eux, les stand-up que je découvrais à ce moment-là, en 2005, étaient beaucoup plus urbains. Beaucoup plus influencé par Def Jam Comedy, beaucoup plus influencé par Chris Rock, Dave Chappelle, tout ça. C'était très brut, c'était direct. On n'était pas dans un one-man show poli. On était dans quelque chose de beaucoup plus péchu. Et c'était très hype à l'époque, vraiment. C'était stylé. Il y avait que des gens classe qui venaient parce qu'ils avaient entendu parler de ça. Tu vois, c'était très compliqué. C'était pas du tout populaire. Moi, j'arrivais, j'étais là, j'étais un pouilleux au milieu de gens qui prenaient des cocktails des fois. Et il y avait une ambiance hyper classe, vraiment cool. Pas huppé, pas bobo, mais t'avais l'impression que la salle était pleine d'artistes, en fait. De bobo, presque. Pas bobo, parce que bobo, il y a un... Non, je ressentais pas ça comme ça. C'était urbain et artistique en même temps, mais pas bobo. Les comédiens que je découvrais à cette époque-là, il y avait Thomas Njijol, que j'avais adoré. Vraiment, j'avais été voir au Moloko. Et j'avais été voir son spectacle. J'ai été le voir 2 fois. C'était génial. C'était vraiment chouette. C'était une petite salle. Tu vois, c'était... Je me disais, wow, il fait du stand-up. C'est fantastique. Tu vois. Moi, je commençais seulement à écrire. J'avais déjà 3-4 sketchs, pas plus. Et je me disais, en fait, il y a des gens qui le font aussi. Et donc, c'est motivant. C'est comme si tu parlais la même langue d'un mec, tu sais, t'es dans un pays, t'as l'impression d'être tout seul dans ton pays, personne parle ta langue, et puis tu rencontres d'un coup 3, 4, 5 gars qui parlent ta langue, tu vois, et tu fais wow, c'est trop bien. Et puis au fur et à mesure, donc j'ai continué à écrire, et puis le Jamel Comedy Club est arrivé juste après, en 2006. Kader Aoun, qui est le metteur en scène de Jamel à l'époque, cherchait des gens pour l'émission. Il fallait bien traîner dans les scènes ouvertes, regarder ce qui se passait, avoir l'œil dessus. Et il n'a pas fait de casting. Tu sais, les gens demandent tout le temps alors, c'était dur le casting. En tout cas, pour la première saison, pour moi, j'ai pas fait de casting. Voilà, j'ai fait aucun casting. Il t'avait juste vu sur scène. Exactement, il m'a vu sur scène. Et puis, il a vu beaucoup du monde de l'époque de Bar de Rire et tout ça sur scène. Donc, il faisait un peu une sorte de... repérage de spectateurs. Tu étais là, je suis spectateur, je regarde. Et puis en fin de compte, il dit bah ouais, moi j'aime bien le travail que tu fais, j'aime bien le travail que tu fais. On s'est rencontrés, je lui ai raconté un sketch et tout ça. Et puis il m'a dit bah c'est marrant, ça me fait rire, c'est cool, je suis ok pour te proposer de participer à des répétitions. Parce qu'il y en avait des répétitions, après un entraînement pour modeler le texte pour que ça fasse 5 minutes, parce que c'est un format télévisé, pour moi c'était nouveau, et puis pour la France, c'était nouveau le côté 5 minutes stand-up avec un... Ouais, tu vois, Pas un sketch, mais mine de rien, à l'époque, maintenant tout le monde, tu sais,
c'est très développé. Donc, on oublie, mais moi, comme j'ai vu vraiment le truc avant, après, bah, le Jamel Comedy Club a fait vraiment une belle explosion. Ouais, parce qu'avant, il y en avait, bien sûr. Mais après le Comedy Club, ça a été un peu une explosion de stand-up. Tout le monde en faisait. Mais est-ce que tu te sentais bien dedans ? Tu sentais comme tu faisais partie de cette troupe ou tu avais l'impression qu'ils faisaient quelque chose et toi tu faisais ton truc je te pose la question par rapport au côté artistique ou... Oui, plutôt côté artistique parce que je trouve que tu as un style à toi. Et est-ce que ça t'a impressionné, comme tu as décrit un peu au début, le genre d'humour qui était un peu influencé par l'humour fait par les Afro-Américains aux États-Unis, qui est un peu beaucoup sur le style, beaucoup sur les vannes, des fois hard. Toi, est-ce que tu avais du mal à te voir dedans, c'est-à-dire Non, parce que moi j'avais vraiment la sensation que je développais mon truc à moi. Et ils ont accepté. En fait, le Kader, absolument, a vu le truc, a dit oui, bah, c'est original, c'est personnel, enfin en tout cas, c'est intéressant, quoi. Ouais. Tu vois, il a dit c'est intéressant, donc ça vaut le coup, travaillons, et puis voyons où ça va. Et au fur et à mesure, Jamel Comedy Club a vraiment été comme une école. Hein. Ouais. Moi, j'ai eu 1 heure de show seulement en 2006. Ouais. Là, en fin 2006 et début 2007. Sinon, j'avais pas mon heure encore. Ouais. J'étais encore en train de travailler des passages. Ouais. Donc, le Comedy Club était une vraie école. Donc, quand je suis arrivé, je me disais, chacun a son style. Ouais. Je n'ai pas à être comme Thomas, je n'ai pas à être comme Fabrice, je n'ai pas à être comme Dedo. J'ai à être comme moi, je suis. Ouais. Et Kader me disait, mais regarde Eddie Izzard, parce que tout ce que tu fais me fait beaucoup penser à Eddie Izzard. D'accord, déjà. C'est-à-dire que moi, j'arrivais, mon premier sketch, c'était avec des hommes préhistoriques. Ouais. C'était avec... je faisais 4 personnages. Ouais. Et Kader me disait, bah écoute, là, des fois, c'est confus. Donc, tu devrais, en regardant, apprendre la grammaire de comment raconter une histoire, de structure, de placement. Ouais. Jamel nous donnait des conseils aussi. Ouais. Il était bienveillant, vraiment. Hein. Ouais. C'est important de bien préciser ça, parce qu'il y a des gens qui ont une image un peu bizarre du Comedy Club. Jamel Debbouze était bienveillant. Avec nous, il nous regardait, genre, il matait, tu vois, et puis, hop, il venait te voir, discretos, et disait, bah tu vois, tu fais ça et ça, pourquoi tu fais pas autrement ? Ouais. Bon, après, il passait pas 5 heures à répéter avec nous en nous disant tous les jours, tu vois, mais c'est cool de faire ça quand même, tu vois, c'est cool. Il regardait assez pour te donner un... tu vois, en tout cas, il s'en foutait pas. Ouais. Il passait pas à côté, genre, bon, bah, eux, ils font ça et moi, j'ai ma vie. Ouais. Non, il regardait, il était intéressé, nouvelle blague, il va venir te voir, il dit, oh, bah, c'était marrant. Ouais. Tu vois, bah, c'est sympa, tu vois, parce que pour nous, à l'époque, le gars, c'était quand même le super célébrité. Ouais. Et donc, bah, à force, avec le temps, comme on l'a un peu connu, tout ça, bah, comme il est très gentil, en plus, on le considérait, moi, comme la super célébrité. On se disait, bah, c'est Jamel, c'est bizarre. C'est bizarre, on le connaît, mais c'est Jamel, tu vois. Salut, ça va, Jamel? C'est un peu chelou, mais bon. Voilà. Donc, mais d'ailleurs, très important, la première réunion qu'on a eue, comme il voyait que tout le monde était très impressionné par lui, pour te donner le côté humble de ce gars, il se charriait un peu lui-même, tu sais, pour redescendre, pour qu'on le descende du pied des stalles, parce qu'on voyait quand même une grosse célébrité, donc forcément t'es un peu intimidé, tu vois, mais il faisait des blagues sur lui un peu, histoire de dire, les gars, venez, on se parle normalement. On est tous dans le même... Du moment qu'on se respecte, moi je suis content, si vous me respectez que ça, mais parlez-moi un peu, n'ayez pas peur de m'adresser la parole. C'est intelligent parce qu'il sait comment on est en tant qu'humoriste, on n'ose pas forcément, tu vois. Et bizarrement, les mecs les plus talentueux que j'ai rencontrés étaient extrêmement humbles. Comme Eddie Izzard, qui va mettre aucune barrière quand tu vas le voir après son spectacle et que tu parles avec lui, il va pas mettre une barrière de dis donc je suis quelqu'un de très connu et de très important, tu vois. Il va faire un truc genre hey, salut, qu'est-ce que tu fais, c'est cool, et tu vois, il va te poser des questions, s'intéresser à toi. Intéressant de voir à quel point les gens les plus talentueux et les plus explosifs au niveau des idées et de la présence et du charisme et tout ça sont à la fois en même temps les gens les plus humbles. Voilà, donc pour finir sur Kader, il me disait, me donner des conseils, tout ça, donc c'était comme une école. À certains moments c'était dur, parce que t'arrives, tu crois que t'as fait un truc bien, et puis on te dit, bah non, c'est pas assez bien, tu dois retravailler encore, parce que comme ça va passer et que ça va être vu beaucoup, il y a un niveau d'exigence très important. Alors au début tu fais parce que t'es con, parce que t'as de l'ego, et après finalement avec le recul tu te dis, mais oui, mais c'est bien quand même, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui soit en face de toi pour te dire, c'est pas assez bien, il faut travailler plus. Tu vois, peu importe comment c'est dirigé.
Et donc, il m'a montré Eddie Izzard, et moi, j'ai eu un coup de foudre total, parce que moi, les sketchs que j'écrivais avant étaient extrêmement absurdes sur les hommes préhistoriques, les hommes politiques qui font un parti des gens qui s'en battent les couilles, qui décident de diriger la France, et après, la France devient un pays chelou. D'ailleurs, c'est un sketch que j'adore. Ah, t'aimes bien ça, le parti des gens qui s'en battent les couilles? Et j'avais écrit plein de trucs très bizarres avec le président de la République, c'est le président de qui? Moi, je le connais pas. Après, il venait réveiller chaque Français. Il y avait des délires complètement dingos, et au fur et à mesure, j'ai épuré, j'ai écrémé le truc pour que je garde des choses que les gens puissent, que j'arrivais en tout cas moi à faire passer, tu vois, comme l'histoire, je disais, les ponts, il y a des ponts que j'ai réussi à bâtir, d'autres qui sont encore en construction, ils sont encore avec les pylônes et tout, et heureusement. Heureusement, et peut-être qu'un jour j'ai des bonnes idées encore très absurdes, j'arriverai à les faire comprendre peut-être, mais grâce à l'aide de Kader, de Jamel, de tout le monde, j'ai réussi, même si c'était dur, des fois ça faisait perdre confiance un peu, mais j'ai réussi à me dire il faut que j'arrive à trouver les systèmes pour faire comprendre des idées. Donc du coup, en regardant Eddie, je me disais waouh. T'as eu ce déclic non, tout de mais suite? je me disais c'est les Monty Python, c'est quelque chose qui me parle. Ça me fait rire tout de suite. Il est dans une démarche d'essayer d'être lui sur scène. C'est quelque chose que j'apprécie plus. Par exemple, les Kate Williams ou les artistes qui ont un personnage. Je suis moins fan des artistes qui ont un personnage que des gens qui sont eux-mêmes. Ou en tout cas qui essayent de jouer ceux qui sont dans la vie. Parce que c'est ça le but. Tu peux pas être toi sur scène, c'est impossible, encore une fois. C'est pas normal d'être sur scène. Donc tu peux pas être toi. Complètement. En plus, c'est tellement égoïste d'être soi-même sur scène, ça veut dire pourquoi qui es-tu? Qu'as-tu de si intéressant? Non, mais c'est vrai. Mais par contre, tu peux apprendre à te jouer toi-même. À jouer. Au moins exagérer une partie de toi-même. À parler comme tu parles dans la vie, sur scène, et à te dire... Voilà ce que je veux raconter. Je veux que ce soit comme si c'était mes amis et que je racontais des blagues à mes amis. Et je veux qu'ils sentent la chaleur et l'amour que tu peux avoir quand tu racontes une blague, dans le sens où tu dis c'est drôle, j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'on va rire ensemble. Et s'ils rient, et ben que tu partages un mini moment où tu es vraiment toi-même avec eux, mais en dessert, à la fin. Tu dis, t'as fait ton taf, il se passe un truc bien, et tu fais... Ok, maintenant je suis un peu moi-même, ça me fait très plaisir que ça vous plaise aussi. Ok, j'ai une autre blague. Ah, ça suit. Il y a d'autres trucs derrière, il y a d'autres trucs. Voilà, c'est que ça que j'appelle être soi-même sur scène. Je jouais un peu comme Seb Melia, par exemple, qui parle très naturellement. Et il faut une confiance énorme pour faire ça. C'est le plus dur. Est-ce que c'est confiance ou juste expérience? C'est l'expérience qui t'apporte la confiance. Tu vois, t'as fait les trucs 10 fois, 15 fois, 50 fois, et au bout d'un moment tu dis là j'ai plus à avoir peur sur ce terrain-là, je peux y aller sur ce terrain-là. Mais aussi physiquement, ton corps enregistre les informations. C'est-à-dire que physiquement, il y a des endroits où tu es bien, il y a des endroits où tu n'es pas bien, il y a des scènes où tu es bien, des scènes où tu n'es pas bien. Mais la mémoire corporelle existe, ça existe, c'est dans toi. Donc plus tu joues, plus tu incorpores que c'est effrayant. Et au bout d'un moment, c'est de moins en moins flippant. C'est comme un boxeur va avoir moins peur de se prendre des coups parce qu'il en aura pris des centaines pendant les entraînements. Il se sera pris plein de coups de poing dans le visage. Et au bout d'un moment, tu lui mets un coup, il réagit même pas. Il dit ah ouais, ok, c'est comme d'habitude. Ok, tu vois, c'est comme tous les jeudis. Et il se bat. Tu vois, voilà. Mais t'as l'impression qu'il y avait plein de billes qui t'a... Oui, moi je suis de l'école du bide. Je le dis beaucoup, c'est mon école. Le bide est mon école. Le bide est mon moment. Le bide est ce qui me construit. Parce que c'est un échec qui te dit qu'en fait tu vas progresser dans 2 heures parce que tu vas réfléchir à comment plus faire ce bide. Et ça te donne la rage un peu? Ça donne l'envie. Des fois c'est déprimant, vraiment, je vois pas le monde en rose. Des fois t'es là, tu fais oh putain, mais t'as envie de dire on va trouver une solution à ça. C'est sûr que c'est drôle, c'est compréhensible, on peut faire comprendre ça. Et bien sûr après des fois on n'y arrive pas, mais t'as cette passion-là. J'ai l'impression que plus tu fais la scène, ce moment de dépression avant qu'il y a l'envie, parce que quand tu sors de la scène, ça te fait mal, t'es un peu déprimé, mais j'ai fait des bits. Mais je trouve que la première fois, comme tu as dit, la première fois que tu as monté sur scène, il fallait 5 ans avant que tu remontes. C'est ça. Mais chaque fois, exactement, ça réduit. Là c'est peut-être maintenant c'est 5 minutes, tu dis putain, ça fait mal. Mais après, je dis mais c'est pas grave, c'est cool. Et après, surtout, tu apprends à dissocier ce que les gens ont réussi à comprendre de ce que tu as expliqué de ton idée. En fait, c'est pas un jugement sur toi, le bide.
C'est un jugement sur l'idée que tu as essayé d'expliquer et que malheureusement, tu n'as pas réussi à expliquer correctement, ce qui fait que c'est pas passé. Ou alors, il y a mille et une choses dont il faudrait parler. Comment tu rentres sur scène? Est-ce que tu as déconné? Est-ce que tu as mis une mauvaise ambiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui met une mauvaise ambiance? Comment gérer tout ça? Donc, c'est apprendre déjà à se mettre dans les conditions pour pouvoir faire ton truc. C'est déjà ça qu'on a. Être de plus en plus présent, en fait. Soi-même est présent et ouais. Exactement. Et quand toi, tu vas commencer, tu as certainement des choses. Quand tu commences sur scène, tu dois faire des choses psychologiquement pour te dire, là, c'est bon. Parce que c'est jamais bon au début. Tu rentres sur scène, ça n'existe pas. Même si les gens t'applaudissent fort, tu dis juste, ok, ils m'applaudissent. Bon, c'est cool. On ne va pas être satisfait en se disant, il suffit de raconter. Non, on se dit, ils sont là, ils sont présents. Maintenant, c'est à moi d'entamer la discussion, de les rencontrer. On se rencontre, ça passe. Oh non, ils aiment pas ça. Ok. Donc, on va essayer de mieux expliquer. Ce public réagit plus vite que d'habitude. Ils sont motivés, ok. Donc, on peut aller à cette vitesse. Et après, tu bâtis ton rythme. Et après, tu bâtis même des improvisations, des choses comme ça. Je pense que chacun trouve les moyens de se mettre à l'endroit où il est confortable. Et c'est ça qui est le plus dur. Est-ce que tu as l'impression que tu t'adaptes au public? C'est-à-dire que si tu vois que c'est un public qui aime les blagues un peu plus absurdes, tu vas favoriser des blagues que tu fais pas forcément d'habitude, mais tu as confiance en ce public-là. En fait, moi, mon point, l'explication la mieux que j'ai trouvée, c'est la pâte à modeler. D'accord? On va dire que chaque blague est une pâte à modeler. Comme moi, j'ai des blagues à tiroir où je peux rajouter des trucs et réimproviser avec des personnages et il se passe encore un truc et encore et encore. Comme si tu prenais une boule de pâte à modeler, tu fais une blague, un thème, tu vois, par exemple, hop, tu dis voilà, y a des mecs bizarres dans la rue, ok? C'est Resident Evil. Les gens vont rigoler ou pas. S'ils rigolent pas, on passe à une autre boule. D'accord? On dit, là, on n'a pas le temps. Mais s'ils rigolent... Ou notre couleur de boule. Voilà, c'est une autre couleur, on va mettre du bleu. Mais s'ils rigolent au truc du fait que tu dis c'est Resident Evil, tu peux étaler un peu la pâte en disant c'est Resident Evil parce qu'il y a des zombies. Ok, c'est marrant. Les zombies, ils rigolent encore, tu réétales encore la pâte, puisqu'ils marchent en disant ok, tu réétales la pâte et tu dis qui êtes-vous, monsieur? Je suis le maire du 18e. Tu veux dire, ils ont rigolé au fait que le maire du 18e est un zombie. On étale. Tu vas sur le programme du maire. Mais comment vous avez fait pour être élu? J'ai été élu parce que j'ai des bonnes propositions. Ok, tu peux encore étaler. Et jusqu'au bout, en fait, où tu as été, tu dis là, ça marche plus. Mais donc, tu fais ça, c'est-à-dire que si tu vois, après le deuxième blague, il ne te suit pas avec le côté maire de la ville et aussi un zombie, tu arrêtes. Pure logique. Mais tu arrêtes le sketch et tu non, je passe à la blague d'après. Je passe à une autre blague parce que c'est pure logique. Moi, le but, c'est de la surenchère. Ce qui va venir après est beaucoup plus bizarre que ce qu'il y avait avant. S'ils ne suivent pas ce qu'il y a avant, c'est fini. Donc, quelque part, tu commences avec une idée absurde, parce que c'est un peu ton... ou une idée simple au début, très simple. Qui devient de plus en plus absurde. Absolument. Et donc tu l'aides à s'adapter à ton univers. C'est-à-dire, c'est comme si je mettais des galets, et que je disais, c'est par là, vous venez, et s'ils me disent, bah non, on ne sait plus où on est là. Je dis, ok, on change de galet, on va aller par là. Regarde, on va aller... Parce que comme c'est de plus en plus bizarre, s'ils ne suivent pas ce qu'il y a avant, ils ne comprendront pas ce qu'il y a après, je pense. Peut-être que je me trompe, mais je crois que comme c'est un peu un truc où tu rajoutes des pièces, je me dis, bah là, je pourrais pas, parce que j'ai pas les éléments pour rajouter les pièces. Et donc, ton but, c'est d'aller au bout de tous tes sketchs. C'est comme si je fais un Jenga, un grand Jenga. Je fais un Jenga et quand j'ai raté une blague, et ben le Jenga tombe. Après je refais un Jenga encore une fois et si je rate la blague et qu'ils comprennent pas parce que c'est de ma faute, c'est pas de la leur, ça tombe. Et voilà. Et donc c'est ça tout le temps. Et pourquoi tu as l'impression que tu t'es dit que tu m'as dit que t'as pas trouvé ta voix? Parce que je suis pas encore suffisamment complètement tout le temps à l'aise sur scène. Mais c'est que ça ou c'est par rapport à ton écriture ou choses comme ça? C'est tout un mélange. J'ai pas En fait, pour moi, c'est quand tu n'as pas un gâchis d'idées. Moi, j'ai des idées et tu écris des trucs. Quand tu arrives à adapter les choses et à vraiment être économe et te dire ça, je sais que je veux raconter ça comme ça. Ça me tient à cœur, je vais raconter de cette façon. Je n'ai pas encore trouvé à 100%. J'arrive à tenir debout sur scène avec l'expérience. Tu vois l'évolution que tu as déjà fait. Absolument. Et j'en suis super content. Mais j'ai progressé, mais je n'ai pas encore trouvé le moment où je me dis je peux monter sur scène et craindre rien. Mon but, c'est ça, c'est d'arriver sur scène et te dire bah oui, mais c'est mortel, mais ça arrivera jamais. Eddie Izzard est un maître, mais je pense pas je pense qu'il doit avoir le trac, je sais pas du tout, mais je pense que bien sûr, personne se dit je monte sur scène et je suis obligé de faire rire les gens. C'est pas ça, mais se sentir à l'aise tout le temps, même si ça marche pas. Même si t'as un mauvais set, et sortir de là en disant c'est cool.
Parce que là, maintenant, je sors de là en me disant « Ah, je vais travailler », mais je me dis pas « Ok, c'est juste pas passé ». Ouais. Et j'ai envie de chercher ça, parce que j'ai envie d'aller plus loin dans un truc personnel. Donc du coup, si j'arrive à être complètement à l'aise et complètement bien dans mes pompes, j'arriverai totalement à pouvoir donner des idées qui sont hyper proches de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et après, ça n'empêche pas d'aller très loin. Hein, je vois très bien, mais est-ce que tu penses que tu peux y arriver? Je sais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc que tous les humoristes... Tout le monde a envie de ça, non? Cherchent, Bah ouais. et j'ai l'impression que... Moi, c'est pas possible. Si j'étais, il y a 3 ans, je me voyais où j'étais, je me dirais, oh, je serais arrivé, je serais là où j'aimerais être, mais maintenant que je suis où je suis, j'ai l'impression que c'est plus loin. Bah tant mieux. Bah, ça veut dire que justement, ça nous motive. Aide, voilà, c'est ça, c'est beau. C'est vachement bien. Ouais. Parce qu'on a envie de progresser, on a tous envie de progresser, on a tous envie de créer des nouvelles choses, d'aller loin. Puis surtout, moi, j'aime pas me dire ce que je fais, et j'aime quand Attends, comment expliquer ça? J'aime bien avoir des idées où les gens me disent « Tiens, c'est original ». J'aime bien ça. Parce que j'ai envie d'apporter des choses. J'ai pas envie de vivre sur des choses. J'ai envie d'essayer d'apporter des choses. Ouais. Tu vois, pas en me disant ouais, c'est cool, là c'est comme ça, c'est la mode. J'aime pas ça, j'ai envie d'apporter des trucs. J'ai envie comme les scientifiques, de faire des mini-découvertes de blagues. Et dire j'ai découvert une mini-blague qui peut aider la grande science des blagues. Et que tout le monde apporte. Toi, tu vas trouver une blague aussi. Tu vas dire tiens, j'ai trouvé une mini-blague comme ça. C'est une petite blague, elle est rigolote, mais j'apporte ma toute petite pierre, mon micro. Grain comme de des sable. chercheurs, voilà, et tous ensemble en France, on est le CNRS des blagues. Et tout le monde apporte une petite blague, un nouveau truc, une petite chose. Pour arriver à quoi? Pour arriver à peut-être rien, mais c'est passionnant. Parce que c'est passionnant. Mais peut-être d'arriver à changer la société quelque part. Mais peut-être, mais ça c'est compliqué, mais en tout cas, imaginaire. arriver à changer pendant 1 heure la tête des gens forts. Ouais. Tu vois, d'avoir un truc où pendant 1 heure, t'es un sérum. Mais en même temps, tu aimerais que ton boulot va au-delà de 7 heures. C'est-à-dire que les gens sortent. Mon boulot, mais de pas pour salle. les gens. Pas pour les gens. Je trouve qui est très gratifiant, c'est que moi j'ai beaucoup d'amis ou de gens, des fois, ils me disaient quand on était déprimé, on regarde des spectacles en DVD. Tu vois, et j'ai moi-même déjà regardé des spectacles d'humour au moment où j'étais déprimé, mais vraiment en mode normal, pas en mode comique. Et ça m'a fait rire. Et ça fait du bien. Tu vois, et ben ça, c'est vachement positif, je trouve. C'est incroyable. En fait, c'est incroyable, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu mets un truc, il y a un gars qui raconte des conneries, en fait, t'as pas envie de rire, et après, tu rigoles beaucoup, et après, ça va un peu mieux. Ton humeur est changée, ton humeur est changée. C'est énorme. Ouais. C'est très fort, c'est beaucoup. Donc ça, si on arrive à faire un DVD du CNRS de l'humour de Paris, de France, et qu'on envoie ce DVD à des gens en leur disant « Vous êtes un peu triste en ce moment ? On a écrit plein de blagues drôles. Regardez ça. » C'était une prescription. Aujourd'hui, tu as besoin un peu d'absurdité. Voilà, alors, voilà Yacine. On va te donner 5 minutes de Yacine, 3 minutes de Sébastien Marx. On va te donner un peu de Seb Melia aussi, c'est excellent. Et puis, est-ce que vous connaissez Bref ? Non, alors il va falloir que je vous donne du Mais Bref. désolé, c'est pas remboursé. Voilà, ça c'est pas remboursé pour la sécurité sociale. Non, tu vois ce genre de choses. Vraiment, c'est important. Je trouve que c'est important c'est une grande satisfaction. Parce que tu te dis, les humoristes courent après un spectacle et après à faire une captation et un DVD. Tu demandes à un humoriste quand est-ce qu'il est fini ton spectacle, on dit soit il est arrêté et voilà, ça n'a pas spécialement marché, soit j'ai un DVD. Il s'arrête pas, un humoriste dit non, je ne fais pas de DVD. Je fais une tournée et puis c'est tout. C'est pas pour l'argent qu'ils font le DVD, c'est pour que ce soit inscrit sur quelque part un support et que ce soit visible après. C'est que pour ça, c'est comme un musicien. Le gars, et j'ai l'impression que si tu demandes à eux, ils vont avoir du mal à dire que c'est parfait. J'ai l'impression que c'est jamais parfait. Personne n'est J'ai parlé avec Samuel par rapport à ça, que oui, comme un réalisateur de film, il va toujours les défauts. de changer de petites choses. Et justement, il va voir tous les petits défauts. Oh, j'aurais dû faire ça comme ça, ou écrire, ou aller plus loin là. Mais oui, mais c'est normal. C'est bien parce que c'est vivant. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est magique. C'est que c'est vivant et que c'est pour ça que j'encourage le côté aller voir des spectacles vivants. Parce que on est beaucoup dans la production aujourd'hui. Tout le monde regarde, consomme, achète des trucs, iTunes Store, 2 €, ça va vite. Tu veux une musique, tu l'as en 2 secondes. Tu veux des trucs sur Internet, ça va vite. Il y a des vidéos qui sortent de partout. Mais un humain qui est devant toi et qui parle, c'est irremplaçable. Tu ne peux pas faire mieux que ça. Mais sauf que c'est quelque chose qui est
moins pratiqué, c'est vrai. Parce qu'on a moins de temps, moins bah oui, tout le monde, voilà. Paris est loin. C'est la flemme aussi. Ouais. Moi, je pense que si je faisais pas ce métier, peut-être j'aurais la flemme. Hein. Ouais. Déjà, des fois, en sortant, quand je vais voir des pièces de théâtre ou des trucs, moi-même avec la fatigue de mon travail, et je ressens ça. Donc, je peux pas en vouloir aux gens, je peux pas leur en vouloir. Mais j'aimerais tellement que ce soit valorisé, quoi. Je trouve ça beau. Ouais. Pas spécialement pour moi, c'est parce que je vois les copains et je fais, ouais, putain, c'est génial, quoi. C'est génial. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien ta scène en anglais. Parce que c'est hyper beau. T'as des gens qui viennent de partout. Dans le monde, t'as des Ukrainiens, t'as des gens qui viennent de Shanghai, qui sont là, qui parlent anglais et qui voient des Anglais, des gars des Russes qui parlent anglais. Ouais, ça c'est un peu pour ça que je fais ça. Si c'est le New York Comedy Night ou le Melting Pot Comedy Night, c'est ce côté. On est là, et c'est pour ça que je pose la question au public. C'est pas seulement pour essayer de faire des vannes sur d'où viennent les gens, mais de voir quel point il y a un public qui vient de partout, des fois. Mais j'ai des fois un public international, vraiment. C'est ça qui est beau. Et aussi le comique, comme tu as dit, l'Italie, le russe. Ouais. Mais on a des gens qui viennent partout pour jouer dans un public de partout. C'est merveilleux, c'est incroyable. Moi, j'aime bien l'idée du partage, l'idée d'être compris. Ouais. Et tu vois, le côté où Eddie Izzard vient jouer en français, j'adore ça parce que c'est un truc humain. En fait, c'est pour dire l'humour, c'est humain. Ouais. C'est pas un truc de pays. Ouais. C'est un truc d'humain. On parle à un autre gars, à une autre fille. On s'en fout de qui t'es, d'où tu viens. Tu peux comprendre une blague. Ouais. C'est parce que ça résonne juste en nous et que c'est un lien vraiment fort dans l'humanité. Mais toi, t'as cette chance et ce talent d'être... La possibilité d'être compris par plein de langues, plein de nationalités. Il y a des gens qui sont beaucoup plus spécifiques, culturellement parlant, ce soit leur attitude sur scène, ou soit le langage, c'est trop spécifique. Paris, tu vois, l'argot qu'il utilise, c'est trop parisien, ils sortent de Paris, ils vont dans un petit bled en France, ils ne seront pas compris. Ton avantage à toi, c'est que c'est assez universel. Mais j'ai vachement bossé au départ, même dans mes premiers sketchs, avant même de découvrir Eddie Izzard et son travail, j'ai vachement bossé sur, en fait, les premières idées qui me plaisaient, c'était des idées très universelles, très larges. Parce que c'est des concepts, et comme c'est des concepts, tu peux les changer, et tu peux rire avec ça, changer les règles, inverser les choses. Et c'est très absurde, comme ce que faisaient les Monty Python, tu vois. Et ça, c'est drôle d'imaginer que la réalité n'est qu'une suite de règles établies par les hommes, qu'on peut s'en sortir, et que tout ce qui est négatif autour de nous est une grande quantité de règles, c'est changeable, c'est fait par nous, on se met nous-mêmes dans la merde, et c'est tous ces concepts-là qu'on peut inverser. Cette sensation de liberté, elle est trop précieuse, elle est incroyable. En regardant les Monty Python, tu te sens léger. Et tu te dis, mais en fait, tout est possible. Et cette sensation, c'est une drogue de liberté directe dans ton cerveau. Tu peux penser différemment, mec. Alors que prendre des références, c'est déjà jouer des blagues qui se trouvent à l'intérieur du système. Je le fais aussi, hein, mais c'est à l'intérieur du système des blagues, d'accord ? Je fais aussi ces blagues à référence. J'adore ça, c'est très drôle aussi. C'est deux types différents. Mais j'ai une préférence pour les blagues sur grande vue, grande largesse, tu vois le truc de loin, regarder le monde de loin. Et Eddie Izzard, je l'ai découvert après, donc, et j'ai vu qu'il faisait des blagues sur les hommes préhistoriques, que j'avais jamais entendu nulle part ailleurs, et j'étais là, moi aussi j'aime bien ce genre de blague-là, cet univers-là. Et beaucoup, à des moments où j'étais déprimé, la chose qui me remontait le moral, c'est de me dire, mais un gars fait de l'humour absurde ailleurs, très loin en Angleterre, ou aux États-Unis, ça marche bien, non ? Et pourquoi est-ce que moi, je devrais être triste ? Les Monty Python, ça a beaucoup marché, non ? Pourquoi est-ce que je me déprimerais ? À un moment, peut-être, je trouverais le moyen de bien me faire comprendre. Et là, j'arriverai à donner toutes les idées que j'ai. Et peut-être que ça passera. C'était que comme ça, hein. Sinon, tu déprimes. C'est clair. Bah oui, tu fais ça, bon, bah ça n'a rien à voir avec moi, donc ça veut dire que c'est pas bien. Et ben non, faut se dire, ça n'a rien à voir avec moi, donc ça veut dire que moi aussi, je suis quelqu'un qui peut apporter un truc à tout cet univers d'humour en France, à tout cet univers d'humour dans le monde même, sans prétention, puisque Internet, tout se mélange maintenant. Il y a des vidéos qui ont été faites sur Golden Moustache, qui ont été traduites dans d'autres langues, sous-titrées, par des gens de ces pays. Pas par Golden Moustache, par des gens de ces pays-là. Des fans qui des curieux et qui disent ça a l'air marrant, c'est français, ça a l'air marrant, et ils traduisent. Donc le monde se rejoint par Internet et par la télé, les trucs, il y a les séries de partout. Donc le monde
s'ouvre. Et je pense que c'est le moment. C'est le moment de s'ouvrir, nous, au monde, et de dire, on est tous pareils. Et c'est pour ça que la liberté que procure l'absurde, c'est une liberté qui, moi, me plaît, parce qu'elle part directement des concepts. Elle ne parle pas forcément de ce qui s'est passé dans l'actualité hier. Ouais. Et ça rejoint tout le monde, c'est universel. Ouais. Et je veux fumer une clope. Ouais. Et donc, comme pour beaucoup de conversations ici en France, on a arrêté en faisant une pause clope, moi, lui au moins. Donc c'était un bon moment d'arrêter parce que vraiment ça faisait déjà 1h20 qu'on parlait, mais vraiment c'était très intéressant. On a même parlé une demi-heure, 45 minutes après ça, mais peut-être ça sera notre podcast Yacine bis, chose comme ça, je sais pas, on va voir. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Moi je m'appelle Sébastien Marx, je joue mon spectacle à Paris. Pour plus d'informations sur tout ça, n'hésitez pas à aller sur mon site www.sebmarx.com. Aussi, n'hésitez pas à liker la page Facebook. Donc voilà quoi, podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté et à bientôt. Donc voilà quoi.